Voilà, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Merci pour votre fidélité au Collège Belgique. Alors, je remplace, pas au pied levé, mais Gérard Brachet, que vous avez vu hier et la semaine dernière. Donc, ce cycle, dont la 4e étape intervient aujourd'hui, a été préparé en collaboration avec l'Académie de l'air et de l'espace à Paris, qui est notre partenaire. Donc, merci à tous ceux qui y ont contribué. J'ai compris que ça n'a pas été une histoire très simple de tous les jours, mais enfin, voilà, elle s'est bien passée. Donc, la semaine dernière, vous avez, ceux qui étaient là, vous avez entendu Éric Morel de l'Agence spatiale européenne nous expliquer les grands enjeux européens, notamment de cette question. Et puis le lendemain, nous avons eu le général Testé qui nous a expliqué tous les enjeux militaires et de défense de l'espace. Et je pense que ceux qui l'ont entendu ou vu se souviendront de ces images quand même un peu spectaculaires qu'il nous a montrées et des enjeux qu'il a éclairés. Hier, nous avons été inondés, si j'ose dire, par la climatologie et la météorologie et toute la valorisation de ces outils spatiaux dans la perspective notamment du suivi des questions climatiques, mais aussi de la météorologie tout court. Donc, c'est assez normal aujourd'hui, enfin, de mon point de vue, de terminer. Je vous dis tout de suite que je n'aurais jamais osé ce titre-là, je viens de le dire à Jacques, je n'aurais jamais osé ce titre. Enfin, peut-être que quand vous allez un peu mieux, si je peux me permettre, découvrir le personnage, vous allez comprendre qu'il y a une certaine continuité. Donc, c'est un très grand honneur. Je veux d'abord remercier Gérard Brachet, qui n'est plus là, mais si vous voulez bien lui faire part de nos remerciements, puisqu'il a animé ça de main de maître et avec beaucoup de ponctualité, d'ailleurs, les discussions des jours précédents. Alors, Jacques Arnoux est... Bon, d'abord, je vais dire que nous avons une proximité géographique, puisqu'il est lorrain ou mosellan, et je suis ardennais. Vous savez que pour les sous-régionalistes, ces choses-là ont une certaine importance, puisque ça manifeste une certaine proximité. Mais au-delà de cela, il est aussi membre de l'Académie royale de Belgique, ce dont tout le monde se réjouit. Il a une formation d'ingénieur agronome, et puis, ce qui est quand même pas tout à fait courant, il a fait un doctorat en théologie, ce qui est tout de même un changement d'étape et de dimension, ne fût-ce que spirituelle, très, très profond, ce qui explique sans doute en partie un certain nombre de choses qu'il va nous dire et certainement le titre qu'il a choisi. Et puis il est devenu un spécialiste de l'histoire des sciences, et tant qu'à faire, il a encore fait un doctorat dans ce domaine-là, et il occupe une fonction absolument unique, à ma connaissance, dans les agences spatiales du monde entier et en Europe. Il est responsable des questions éthiques au Centre national d'études spatiales, c'est-à-dire à l'Agence spatiale française. Ce qui démontre deux choses, au moins sa compétence, mais ça personne n'en doutait, mais aussi l'intérêt de ces questions pour une agence publique de l'espace qui depuis longtemps a considéré que ces questions-là devaient être examinées par des professionnels et entrer en ligne de compte dans les grandes décisions que l'on doit prendre en matière spatiale, et vous allez voir qu'il y en a. Je peux le citer parce que je l'ai fait dans un autre contexte, à l'occasion d'une question qu'on lui posait, pourquoi aller dans l'espace? Il avait répondu à peu près ceci, mais pour être mieux sur la Terre. Ce qui est généreux et enthousiaste. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'avis de tout le monde, et singulièrement d'un certain nombre de grands industriels d'aujourd'hui, qui ont des poches très profondes, qui sont, pour une partie d'entre eux, des transhumanistes, et dont le grand espoir, c'est au contraire d'embarquer l'espèce humaine vers une autre planète en abandonnant la nôtre, puisqu'elle sera exhaustée, comme on dit en anglais, il n'y aurait plus de ressources. Donc, je suppose que c'est des questions qu'il va évoquer avec nous, mais en faisant cette introduction, je voulais simplement souligner, et je le fais devant Jacques Reyss, grâce à qui d'ailleurs nous nous sommes un peu mieux connus, je voudrais souligner la qualité exceptionnelle de notre invité, et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'écouter. Merci Jacques, c'est à vous. Jean-Paul, merci pour ces mots, cette invitation. J'aurais énormément de remerciements à faire. Donc je n'oublierai pas l'Académie de l'air et de l'espace, qui est d'origine française, donc c'est vrai que j'ai des liens avec pas mal de ses membres, l'Académie royale de Belgique, le Collège de Belgique, et puis un certain nombre de personnes, donc vous-même Jean-Paul, Jacques, que vous venez d'évoquer, qui est mon parrain académique et auquel je dois beaucoup de choses depuis notre première rencontre dans ces murs à propos d'un autre personnage, d'autres questions, qui était Charles Darwin. Gérard Brachet, parce que c'était l'un de mes patrons, l'un de ceux qui ont vraiment appuyé cette démarche dont je vais vous parler surtout de ce que nous faisons aujourd'hui, mais il y a 20 ou 25 ans, parler d'éthique spatiale, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau, et Gérard était de ceux qui ont tenté le coup, qui m'ont fait confiance, et qui depuis n'ont jamais cessé de soutenir ce travail à travers ce que j'essaie d'assurer, comme vous l'avez dit, dans un poste un peu singulier, voire original, en tout cas au sein des agences spatiales. De fait,
après les 3 premières conférences que vous avez rappelées tout à l'heure, vous pourriez vous dire, enfin, Jean-Paul vous avez dit que c'était normal qu'on se pose. C'était pas si normal que ça. Ce n'est pas si normal que cela d'introduire l'éthique. En tout cas, je vous assure que, pour simplement parler de ce qui s'est passé il y a 25 ans, lorsque précisément Gérard Brachet a annoncé à quelques-uns de ses collègues au CNES, mais écoutez, nous allons développer une réflexion éthique, et puis j'ai confié la charge à M. Arnoux, les ingénieurs étaient comme ça, en disant, mais qu'est-ce que ça vient faire ? Enfin, nous sommes des ingénieurs, nous manions des concepts technologiques de haute précision, de haute complexité. On n'a pas les mains dans le cambouis, mais les mains dans la poudre, pour un certain nombre d'entre nous. Donc, l'éthique, qu'est-ce que ça a à voir ? Alors, peut-être qu'à la fin de mon exposé, enfin, vous serez convaincu que ça valait la peine, depuis 20 ans, d'investir cela. Et puis, s'il fallait trouver disons, une espèce d'assurance académique, je me permets de citer l'un de ceux qui a été mon mentor dans le domaine de l'éthique spatiale, Jim Dator, qui est un chercheur américain, plutôt versé dans les sciences politiques, mais qui s'est intéressé aux questions spatiales, et qui, dans un petit ouvrage sur la question, il y a maintenant une dizaine d'années, dit sa conviction, je ne vais pas relire toute la citation, mais sa conviction que l'éthique a sa place dans le domaine spatial, parce que, précisément, comme dans toute profession, accessoirement, et je pense qu'il a raison sur ce premier point, bien sûr, et puis ce qu'il évoque, les dépenses, bien sûr, le danger, le risque, évidemment, les visibilités publiques, et plus que jamais, c'est une réalité auquel nous devons être attentifs, les défis uniques, les possibilités. Bref, écrivait Jim Dator il y a une dizaine d'années, et comme il le fait, continue à soutenir, il y a matière et place dans le domaine spatial pour la réflexion éthique. Alors, en même temps, on me dirait, c'est quoi l'éthique ? Alors, je ne vais pas faire un cours, même si on est à côté d'une académie. Vous le savez sans doute, si vous cherchez une définition de l'éthique, vous en avez autant que d'auteurs, de livres, d'écoles sociologiques, philosophiques, comme vous voulez. Donc, prenez celle qui vous convient, mais la plus large possible, s'il vous plaît. C'est-à-dire que ne réduisons pas l'éthique à quelques fonctions, quelques responsabilités, les comités d'éthique, bien sûr, c'est essentiel, mais ne leur confions pas tout le travail. Le CNES vient d'installer un comité d'éthique, ça arrive 20 ans après le début de notre intérêt, c'est peut-être trop tôt ou trop tard, je n'en sais rien. C'est une structure qui a sa responsabilité, mais surtout, même si ça vous étonne, ou même si ça a pu étonner mes collègues ingénieurs, c'est d'abord quelque chose qui nous appartient à chacun d'entre nous en termes de responsabilité. Et Michel Foucault, dans un texte tout à fait plutôt anodin, propose au fond une définition de l'éthique, simplement dans ce rappel tout simple que déjà agir appartient à l'éthique. Penser et agir, voilà ce qu'est l'essence même de l'éthique. Donc, quand vous avez une définition aussi large, que vous débarquez devant des ingénieurs qui sont en train de terminer, de peaufiner Ariane 5 et qui préparent les futures missions du CNES, c'est ce qu'il faut leur dire. Vous êtes des hommes et des femmes d'action. Évidemment, vous pensez un peu, beaucoup à ce que vous faites. Avant, pendant et après. Donc, vous êtes de fait, de par votre fonction, de par votre tâche, vous êtes en posture éthique. Vous l'oubliez peut-être parfois, parce que c'est vrai que le milieu spatial, comme d'autres, mais le milieu spatial en particulier, est bourré de gens passionnés. Et par moments, il y a de la pression. Bon, pas seulement pour préparer un programme du Collège Belgique. Et vous oubliez peut-être pour quelles raisons vous êtes engagé dans ce travail-là. Alors, comme je l'ai expliqué à l'époque et comme je l'explique souvent, ma seule mission, c'est de vous donner une occasion, un alibi pour prendre un peu de temps, prendre un peu de recul et vous dire pourquoi je fais cela. Pourquoi nous sommes engagés dans cette grande aventure spatiale. Ça, c'est le penser. Mais c'est aussi lié à l'action. Et s'il y a un terme qu'il faut garder, en tout cas si vous me permettez, c'est l'interrogation. L'éthique, c'est d'abord, à mon sens, se poser des questions. C'est pas vouloir tout de suite trouver une réponse. Et encore moins en disant « j'ai le droit de faire ceci » ou « je n'ai pas le droit de faire cela ». Ça, ce sont les conséquences
pas ultime, mais avant ça, posons-nous les bonnes questions. Je vous ai déjà parlé de ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, donc une très très brève histoire de l'éthique spatiale, parce que ça donne aussi des éléments de réflexion. La toute première initiative, en tout cas publique, et pour laquelle il y a vraiment quelque chose de présent, c'est... Alors, excusez-moi, j'ai pas retrouvé la couverture, ou en tout cas, elle n'était pas sous la main pour que je puisse la scanner. C'est un rapport qui a été suscité par l'ESA en 2000. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le siège de l'ESA à Paris est juste à côté de l'UNESCO. Il y a vraiment une rue ou une avenue qui les sépare. Et à l'époque, le directeur général de l'ESA s'est dit, on lui a dit, je ne sais pas exactement, je n'étais pas dans les petits papiers de M. Rodota, je crois que c'était ça à l'époque. Et en tout cas, il dit, bon, il faut se poser des questions, une réflexion éthique. Et en face, de l'autre côté de la rue, peut-être depuis son bureau à l'époque, il voyait l'UNESCO. Et l'UNESCO a un comité d'éthique avec plusieurs sous-comités ou sous-commissions. Posons-leur la question, confions-leur la mission de réfléchir sur les enjeux de l'éthique spatiale. Donc ça aboutit à ce rapport qui a été piloté par Alain Pompidou. Malheureusement, alors le grand intérêt, c'est que c'était international. Et que ça, c'est vraiment essentiel parce que toutes les activités, je pense que vous avez appris ça, ou si vous ne le saviez pas, durant les 3 autres conférences, c'est nécessairement de l'international. Éventuellement entre 2 pays, mais il y a tout seul aujourd'hui, plus personne ne ferait vraiment du spatial, à moins de s'appeler la Chine, et même la Chine a énormément de coopération. Donc, le caractère international a été essentiel. Malheureusement, malgré la qualité du rapport, les idées qui ont été soulevées se sont ensuite perdues dans les sables ou les labyrinthes de l'UNESCO et des commissions. Et bon, bref, 2-3 ans après, la commission d'éthique spatiale avait disparu. Et il n'y a plus beaucoup de traces. Si vous avez de la chance, vous retrouvez encore ce rapport, mais il faut vraiment beaucoup de chance. Le choix du CNES à l'époque, donc le choix entre autres de Gérard Brachette, est de dire... On connaissait l'initiative qui vraiment s'est déclenchée au même moment, l'initiative de l'UNESCO. Prenons une autre méthode, commençons localement. Voilà, moi j'étais dans le coin, tiens voilà, c'est vous qui allez prendre ça en charge, et puis commençons par faire exister ce questionnement éthique. Voyons quels sont les différents domaines, on a monté quelques ateliers, voilà, on a commencé par décrire le paysage avant de se dire comment nous allons travailler dans ce paysage. Et si je vous ai mis une couverture d'un livre, c'est qu'il nous a semblé tout de suite important de communiquer. Et ça, je pense que ça a été une bonne intuition. C'est-à-dire que l'éthique, c'est pas quelque chose qui se fait dans des petits comités, des petits cabinets dorés ou tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui doit nécessairement être partagé. Donc, il y a du débat. Et ça, le débat, ça a été une grande chance parce que nous nous sommes rendus compte très rapidement que les premiers intéressés par les questions que nous posions, que je mentionnerai ensuite plus précisément, c'était nos publics. Une agence spatiale communique beaucoup, enfin l'agence spatiale européenne est un très bel exemple, le CNES aussi a une vieille tradition de communication. Lorsqu'on a commencé à proposer dans si vous voulez, le menu de communication, l'éthique spatiale, ou l'observation de la Terre et la société, nous nous sommes rendus compte que ça intéressait les gens. Et que c'était un lieu de débat, de communication, que doit en fait... Donc ça rejoint très bien une mission d'un organisme public. Le CNES est un organisme public, donc nous devons rendre compte à nos publics, et rendre compte pas seulement sur regarder un beau lancement d'Ariane 5 ou un magnifique atterrissage de Philae sur une comète, mais pourquoi, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les humains, enfin toutes ces questions intéressaient nos publics. Et de fait, si aujourd'hui la position que j'occupe au CNES existe toujours, c'est grâce au public. Mes collègues ingénieurs ont mis beaucoup plus de temps à se rendre compte que ça pouvait être intéressant pour eux, et c'est par un effet de retour de l'extérieur vers l'intérieur que on se dit, bah tiens, finalement, c'est un outil, c'est une matière à communiquer. Pendant très longtemps, parce qu'en ce moment, on est en train de revoir, mais j'ai assuré une chronique dans le magazine du CNES. Bon, il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'il y ait une chronique éthique spatiale
dans le magazine pour promouvoir les actions du CNES. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'évidence. Quand je vous dis ça, c'est pas du tout pour tirer la couverture à moi, hein, c'est vous dire plutôt l'écho positif qu'on a reçu en termes d'intérêt. Après, l'intérêt, il peut être débattu. Hein. Les gens peuvent ne pas être d'accord, vous poser des questions qui vous dérangent. Bon, bien sûr, mais c'est ça, le fondement de l'éthique. La troisième image que j'ai mise ici, c'est pour déjà entrer un peu dans le sujet. C'est un extrait d'un rapport qui date de 2008-2009, rapport qui avait été demandé à Obama lorsqu'il est arrivé à la présidence des États-Unis sur l'état du programme spatial américain et en particulier d'un programme de retour sur la Lune à l'époque, Constellation, que son prédécesseur avait lancé. Et dans ce rapport, qui est un rapport technique, politique, économique, il y a quelques petits passages, quasiment des copier-coller, comme on dirait aujourd'hui, qui correspondent à peu près à ce passage, avec pour moi, pour la première fois, quelque part, une trace, enfin une démarche éthique au sein d'un rapport, par ailleurs, tout à fait officiel et tout à fait technique. L'auteur, Norman Augustine, dit « Il faut absolument distinguer la destination et l'objectif ». L'image porte très bien dans le domaine spatial, parce que nous avons les plus belles destinations qu'on puisse imaginer. Je vous promets la Lune. Ça fait des décennies qu'on promet la Lune. Alors, Kennedy l'avait promis, et puis il l'a offert, en tout cas les Américains lui ont plutôt offert. Mais je veux dire que, bien sûr, ça fait rêver. Enfin, l'espace, on en prend plein la figure, et c'est merveilleux, c'est la Lune, c'est les photos de Hubble, c'est aujourd'hui les photos de James Webb, c'est l'atterrissage de Philae en direct, ou presque, tout ça. Les destinations sont magnifiques, mais Augustine souligne très bien, attention, une destination sans un objectif, pour un organisme public, pour une agence spatiale, ça n'a pas de sens. On ne va pas sur la Lune pour dire « je suis allé sur la Lune ». On ne va pas sur la Lune pour dire « on part en vacances sur la Lune ». Ça, c'est une question qu'on pourra poser ensuite, mais pas pour une agence spatiale nationale, avec des fonds publics. Donc, c'est ce qui explique à plusieurs moments, si nous ne sommes pas capables d'éclaircir, de présenter les objectifs, les raisons pour lesquelles nous allons dans l'espace, il ne faut pas y aller. Parce que, rappelez-vous la citation de Jim Détor, les risques, les coûts sont trop élevés pour se permettre de jouer comme ça, à aller quelque part sans savoir pourquoi on y va. Vraiment. Et donc, ces petits passages dans ce rapport, pour moi, ont été vraiment importants. Donc, vous voyez, 2008-2009, ça faisait une dizaine d'années qu'on était sur sur l'ouvrage éthique spatiale, et j'avoue que c'était un moment, pour moi, très, très encourageant, en me disant, bon, c'est pas parce que le CNES travaillait sur le domaine d'éthique qu'Augustine a écrit ce rapport. Bien sûr, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais que ce que nous essayions, à l'époque, depuis une dizaine d'années, d'élaborer, nous n'étions pas les seuls, et que ça avait un certain sens, et ça a vraiment contribué à poursuivre cette histoire. Et la suite, depuis une dizaine d'années, c'est pour des tas de raisons, dont une raison majeure qui est le regain d'intérêt pour l'espace à travers le mouvement du New Space. On a vu vous rabâcher avec ce mot-là. Il n'y a pas de traduction française. Je fais partie d'un collège de terminologie. On utilise ça New Space parce que c'est vraiment trop commun, trop difficile d'imposer un terme français. Tant pis. En tout cas, c'est depuis une dizaine d'années, avec donc ce regain d'intérêt, aussi l'intérêt universitaire, académique, de scientifiques de différents domaines pour le fait spatial. Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Et quelles sont les questions politiques, sociales que pose ce nouveau chapitre de l'histoire du spatial? Donc je vous ai mis simplement les 4 couvertures de livres plutôt récents. Le premier, Tony Milligan, qui est un chercheur, philosophe anglais qui, maintenant, depuis une petite dizaine d'années, investit son travail dans le domaine de la conquête spatiale. Donc, si vous voulez, pour moi, ça, c'était aussi, je vais dire presque un soulagement. Moi, je suis un généraliste, je bricole, je suis un laborantin, je touche à tout. Enfin, c'est ma mission, ma fonction qui veut ça. Si vous étiez venu, parce que ça y est, on est en train de vider nos bureaux, mais dans mon bureau, c'est un grand foutoir avec des bouquins de tous les domaines, parce que tout est bon pour donner de la matière, pour alimenter une matière à penser, ce que je dois donner à mes collègues.
Tony Milligan, lui, investit une réflexion plus philosophique, plus élaborée, et tant mieux, parce que nous en avons besoin. Les trois autres sont des livres plus récents, venant aussi soit d'ingénieurs un peu cultivés, soit de sociologues, pour les deux derniers à droite, où il y a vraiment une réflexion, une analyse critique de la situation spatiale actuelle, avec à la fois toute la qualité d'une recherche académique, parfois aussi, ce n'est pas un défaut, mais l'éloignement par rapport au milieu spatial, parce que l'enjeu, c'est comment faire en sorte que ces réflexions, qui valent la peine, on pourra encore en rajouter d'autres, eh bien aussi viennent impacter, si vous voulez, influencer le milieu des acteurs spatiaux. Parce que, voilà, une fois encore, je dis, communiquer, c'est communiquer vers le public, c'est aussi créer des liens entre les décideurs, entre les acteurs économiques, techniques, et puis ceux qui, de par leurs compétences, de philosophes, de sociologues, sont aussi capables d'analyser la situation. L'histoire a aussi sa place, parce que c'est pas qu'elle se répète, mais il y a des choses qui se répètent quand même, il y a des leçons à tirer de l'histoire. Ouais. En deux diapos, une très brève histoire de l'éthique spatiale, mais vous voyez quelque chose qui existe. Enfin, j'aurais pas pu vous raconter ça il y a 15 ans, soyons clairs. Il y a vraiment une matière, et une matière qui, autant que c'est possible, en tout cas c'est un de nos soucis, rejoint les acteurs ou les futurs acteurs, le lien avec les milieux de formation, les écoles d'ingénieurs. Quand on pense à l'Académie des arts et de l'espace, on pense à Toulouse et toutes les écoles d'ingénieurs qui est dans le coin, l'Université internationale de l'espace qui est à Strasbourg et tout ce qu'ils organisent aussi, dans lequel nous essayons aussi d'être présents. Il ne s'agit pas de faire plus que de l'éthique, pas du tout. Mais en tout cas, d'introduire au niveau des formations, au niveau des jeunes professionnels, cette dimension-là. Sans abuser de votre temps, j'aime bien quand même rappeler d'où nous venons. Parce que ce qui semble évident aujourd'hui, l'espace, oui, tellement évident qu'on l'oublie. Enfin, vous l'avez appris ou réappris durant ces 3 conférences. Tout ce que nous devons aux techniques spatiales pour simplement vivre au quotidien. Eh bien, ça n'a pas toujours été aussi évident. Juste en un mot, au moins en Occident, et jusqu'au XVIIe siècle, nos prédécesseurs n'avaient même pas le droit de rêver d'aller dans l'espace. C'était interdit. C'était le ciel des dieux. Comme sur la terre comme au ciel ou inversement. Mais ce ciel-là nous était interdit, nous les terriens, parce que nous sommes mortels, que nous sommes imparfaits, qu'on est laids, alors que les dieux sont beaux, sont parfaits, sont éternels, et les astres sont là dans leur grande régularité pour nous le rappeler. L'éclipse il y a 2 jours au Canada était prévue de très longue date. Ça, c'est complètement indépendant de nous. Ça nous dépasse complètement. Domaine interdit. Toutes les représentations, avec la Terre au milieu, qui n'est pas l'endroit le plus beau de l'univers, qui est au contraire l'endroit le plus laid, c'est le cloaque du cosmos. Donc voilà, on était là-dessus, on devait y rester. Donc après, l'échelle de Jacob, l'échelle de Jacob, ce sont les anges qui grimpent et qui montent et descendent l'échelle. C'est pas Jacob, lui, il est condamné à rester sur le sol. Et puis la très célèbre peinture de Flammarion, nous sommes dans un petit globe et son petit pèlerin a juste le droit d'écarter, comme les astronomes, enfin les anciens, d'écarter la tenture pour regarder au-delà. Et puis c'est ensuite le temps des rêves, le XVIIe, à partir du XVIIe siècle, la révolution copernicienne, Galilée, Kepler, là, c'est la naissance dans la pensée de l'univers. Même matière, au ciel et sur la terre, même loi, et Kepler, dans une extraordinaire vision, en 1610, écrit Galilée, un jour, des navigateurs courageux affronteront les terres et navigueront dans le ciel, comme aujourd'hui, nous sommes en 1610, nous naviguons dans ces océans absolument terribles. Ce sera même probablement plus facile de naviguer dans le ciel, disait-il, que de naviguer dans certaines mers du globe. Donc c'est le début des rêves. Là, c'était possible de rêver. Et évidemment, jusqu'à Hergé et au-delà, c'est grâce à ces rêves, c'est grâce à l'imaginaire que, ayant le droit d'aller dans l'espace, nous y sommes un jour allés. C'est Spoutnik, c'est toute l'aventure que vous connaissez, toute la suite, pas besoin d'y revenir. Mais aujourd'hui encore, il y a quelque chose de cela. Vous rencontrez des ingénieurs, alors
peut-être que les plus jeunes ont d'autres références, mais ceux de ma génération, oui, Hergé, merci la Belgique, vous êtes l'une des sources d'inspiration du spatial d'énormément d'ingénieurs. Bon, il y a eu Jules Verne aussi, qui semble parfois une plus grande influence aux États-Unis dans le côté ingénieur. Et là, j'ai pris 2 citations, parce qu'on voit bien la tension éthique. 2 citations. La première, qui est de Konstantin Tsiolkovsky, hyper connu, hyper répété. Donc Tsiolkovsky, un des fondateurs de la technique, de l'astronautique, nous sommes entre le fin du 19e, début du 20e, qui écrit, donc ce mot que vous connaissez, vous avez déjà lu, « La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne peut éternellement rester au berceau ». Donc voilà, l'espace, c'est le nouvel endroit dans lequel nous devons impérativement aller, et peut-être même quitter la Terre, ce qui est derrière. Je ne rentre pas dans le mouvement philosophique qui est derrière tout cela, le cosmisme russe, mais il y a de la philosophie, il y a de la pensée, c'est pas uniquement l'écriture comme ça d'un brave Constantin un matin à un copain ingénieur. Et ça, c'est une chose qu'on trouve encore aujourd'hui très présent, je ferai allusion tout à l'heure. Et de l'autre côté, une citation aussi d'un de mes mentors, Jacques Blamont, un des fondateurs du programme spatial français, on peut dire ça, enfin d'un grand animateur du CNES jusqu'à sa mort il y a quelques années, où il est quasiment mort dans son bureau, ce dont il rêvait, on est tous sûrs. Et puis, à la fin d'un de ses ouvrages d'histoire de la politique et des sciences, cette citation à la Blamont, si je puis me permettre, « Mauvaise nouvelle pour les étoiles, qu'elles s'en inquiètent, la créature la plus laide, la plus sale et la plus méchante de ce côté-ci de la galaxie s'apprête à quitter son terrier. » Il parle évidemment de nous, on est d'accord. Voilà la tension, quelque part. On pourrait très bien, j'aurais pu commencer là, mais je veux dire, la tension, c'est entre cet élan, voilà, on va aller dans les étoiles, on va quitter la Terre, nous sommes, on l'entend, une espèce interplanétaire, intergalactique, enfin bon, voilà. Et puis l'autre côté, Jacques Blamont, avec aussi sa manière d'aborder les choses et son caractère, dire, voilà, la créature la plus laide, la plus sale et la plus méchante vient de quitter la Terre et faites gaffe, quoi. Parce que c'est vrai que, qu'est-ce que nous y faisons dans l'espace ? On entend aujourd'hui beaucoup parler, voilà, l'espace est à vendre. Alors bon, ça c'est le petit clin d'œil marrant. À force d'en parler, il y a quelques années, j'ai investi dans un terrain lunaire. Donc vous avez ici le titre de propriété que j'ai chez moi d'un terrain lunaire avec... donc vous êtes prévenus, si vous allez sur la Lune, là, l'endroit qui est désigné par la flèche bleue, c'est chez moi, donc vous n'avez pas à dépasser. Évidemment, c'est un canular. Alors je l'ai payé 10 € ou 15 €, bon... Mais le type qui vend ça à 10 ou 15 €, il a dû faire fortune avec son canular, parce que ça marche très bien. Alors évidemment, parce que les gens me posent souvent, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il en est du spatial? Alors, en fait, c'est une question extrêmement intéressante. Je ne suis pas juriste, s'il y a des juristes parmi vous, vous m'excuserez de l'imperfection de mon propos, mais c'est une question débattue même dans la tradition. Ces 2 citations sont intéressantes. Elles sont d'avant, évidemment, la conquête spatiale. Mais au XIIIe siècle, vous avez l'idée qu'à quiconque est le sol revient aussi tout ce qui mène au ciel et tout ce qui mène en enfer. Donc, j'aurais pu mettre sur la terre comme au ciel ou en enfer comme au ciel, je ne sais pas. Donc l'idée que voilà, vous avez une espèce d'immense colonne, donc voilà, tout ce qui est en dessous de moi m'appartient. Bon. C'était un des principes sur lesquels nous aurions pu nous fonder pour dire, ben voilà, tout ce qui est au-dessus de moi ou au-dessus d'un État, une espèce de vision verticale en colonne, ou bien, au XVIIIe siècle, un autre juriste, disons au contraire, les cieux, alors on est au-delà du spatial, on pourrait beaucoup méditer à ça aujourd'hui, les cieux, les astres, la lumière, l'air et la mer sont des biens tellement communs à toute la société des hommes qu'aucun ne peut s'en rendre maître, ni en privé, etc., etc. Donc, on a au XVIIIe siècle une expression au contraire de l'idée de bien commun de l'humanité. Ça commence par les cieux, c'est mon sujet, mais l'air, c'est plus mon sujet, enfin c'est le sujet d'une partie de l'académie de l'air et de l'espace que vous représentez. La mer, oui, la mer a été en fait, c'est les juristes du maritime qui ensuite ont pu inspirer, voire aussi devenir des juristes de l'espace. Et ce brave Jean Domas avait compris ça, avait en tout cas inspiré cette approche. Bon, l'espace n'est pas à vendre,
Et en réalité, les premiers à avoir posé des principes éthiques sont les juristes. Beaucoup de gens aujourd'hui l'ignorent et souvent me disent « mais l'espace, mais il n'y a pas de droit dans l'espace, chacun fait ce qu'il veut ». Ben non, pas du tout, il y a un droit spatial qui est fondé sur un certain nombre de textes fondamentaux, j'en ai rappelé au moins les 5 principaux. Un traité de l'espace en 67, la question des astronautes en 68, la question de la responsabilité, c'est intéressant. Donc, oui, c'est pas du tout anodin sur de la responsabilité. L'immatriculation, on circule, il faut savoir qui circule, enfin, ça paraît assez. Et puis l'accord sur la Lune en 79, et en quelques années, en 12 années, sont posés les 5 grands textes fondateurs qui expriment chacun à leur mesure, et la mesure peut être extrêmement variable, c'est 6 grands principes. On peut en mettre moins, on peut en mettre plus, mais cette idée de libre accès, non-appropriation, responsabilité des États, utilisation pacifique, coopération, respect du bien commun. Alors après, on peut rentrer dans des détails, savoir quels sont les textes qui soutiennent l'idée de bien commun, même si c'est un terme qui apparaît finalement pas très souvent, mais tout de même, eh bien, c'est que ça nous appartient à tous, mais que nous pouvons, chacun peut en tirer un certain nombre d'intérêts, d'où les satellites de communication, enfin, les grandes sociétés qui existent depuis longtemps, mais le principe de non-appropriation, pourquoi? Parce que l'espace est si vous me permettez, un éternel mouvement. Tout est en mouvement. Que pouvez-vous revendiquer alors que vous êtes tout le temps en train de bouger? Donc il y a à la fois une espèce de bon sens, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de colonne verticale, le premier principe. Ça ne peut pas marcher dans l'espace. Il y a du bon sens, c'est un usage commun. En fait, l'espace est à usage commun et il faut absolument introduire des principes, d'où ces principes de non-appropriation, de responsabilité. Alors d'abord des États, parce que dans les années 60, seuls les États, et quelques États, étaient véritablement des acteurs dans le domaine spatial. Aujourd'hui, des questions évidemment qui sont remises en cause, ou en tout cas questionnées, parce que les acteurs privés existent et sont très présents. Mais voilà, l'espace n'est pas à vendre. Il y a des principes qui ont été posés il y a maintenant 50 ans, et dont certains sont mis en question. Est-ce que pour autant on doit tout mettre, tout écarter? Ça, c'est un grand sujet pour nos amis juristes. Jean-Paul a dit décidément à ces titres, on ne comprend rien. Bon, voilà. L'espace est-il obscène? Ça, c'est pourquoi je vous dis ça. Parce que c'est une chose qui m'apparaît de plus en plus évidente. À gauche, évidemment, c'est une des images sans doute les plus célèbres de la conquête spatiale, évidemment, mais même peut-être de l'histoire de la photographie. Si on calcule le nombre de fois où elle est utilisée pour des tas de choses, mais des choses aussi positives, et c'est vrai qu'on comprend pourquoi. Là, c'est nul, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de faire l'expérience où tel ou tel conférencier, dans un grand amphi, bien noir, sur un écran de 4 mètres sur 4 mètres, vous projette cette image-là avec une bonne définition et vous laisse un petit peu mariner. Waouh! C'est... Bon, vous la voyez tourner, elle ne tourne pas, mais vous la voyez tourner, parce que vous savez qu'elle tourne. Bon, Galilée nous l'a dit. Donc, mais c'est une image qui est devenue une icône de mouvement écologiste, et à juste titre, mais aussi de prise en compte de la dimension à la fois globale de notre situation, limitée, enfin, vous connaissez tous ces discours, et ça, c'est pas seulement beau, c'est profondément émouvant. Nous, ce qu'on en a fait aussi, c'est, autour de ça, il y a des tas de satellites. Alors bon, vous avez des tonnes et des tonnes d'images pour vous représenter ça, avec les différents types de satellites. Vous en avez entendu parler, et là, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Donc, il y en a des milliers, et bon, parfait. Le problème, c'est que, je pense qu'on vous l'a évoqué, c'est le problème des débris spatiaux, c'est que nous sommes des êtres vivants. Et comme tous les êtres vivants, pour vivre, ou en vivant, nous produisons des déchets. Tout être vivant fait ça. Alors, la nature étant bien faite, si je puis dire, bonjour Charles Darwin, il y a des grands cycles de récupération des déchets, vous savez que ça marche plus ou moins bien, mais ça marche plutôt bien. Mais nous sommes des êtres vivants qui ont une qualité particulière, c'est que nous fabriquons des choses. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous, on en fabrique vraiment beaucoup.
Et nos fabrications, comme notre activité biologique, a aussi des déchets. Et nous devons apprendre à gérer nos déchets de nos activités culturelles. Ça, on met plus de... Comme on n'a pas toujours le génie de la nature, ou pas nécessairement le temps de la nature, nous n'avons pas immédiatement le cycle qui est bien pour recycler les produits de nos activités culturelles. Enfin, factuelles, fabricants. Dans l'espace, on n'a pas échappé à cette règle. Moi, je comprends bien que les gens se disent « mais c'est horrible ce que vous faites là. Vous avez pollué le ciel qui était tellement beau. » Ben oui, bon, d'abord, vous ne voyez pas les déchets, heureusement d'ailleurs, mais oui, il y en a beaucoup, il y en a des milliers, il y en a des centaines de milliers. Mais nous sommes humains. Nous avons mis un peu de temps, mais souvent moins de temps que les gens ne le pensent, pour nous dire « là, il y a un problème ». Dès la fin des années 60, déjà les gens disaient « attention, il y a des problèmes avec les déchets ». Alors, c'était que des premières petites alertes, mais petit à petit. Alors, la situation, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu ce graphe, enfin, c'est un des derniers que j'ai pu trouver, le graphe qui donne le nombre d'objets présents dans l'espace, bon, qui est en augmentation exponentielle sur des dernières années, grâce au New Space, enfin à cause du New Space, comme vous voulez, et les constellations. Mais tout ça est aussi lié à des débris. Hein, vous avez la ligne rose, des débris qui se stabilisaient un peu au début, puis brutalement ont pris une pente extrêmement forte. Il y a aussi des accidents. Enfin, et ça, voilà, ça c'est une situation qui relève bien de notre responsabilité. Usage commun, responsabilité commune, et en même temps engagement individuel. Qu'est-ce que je fais de mes satellites une fois qu'ils sont en fin de vie? Là, il y a toute une réflexion, plus qu'une réflexion, il y a des codes de bonne conduite, plus ou moins suivis, parce qu'il y a des raisons aussi économiques d'essayer d'aller jusqu'au bout de la vie des satellites, qui coûtent tellement cher à être relancés, qu'on leur demande évidemment de rentabiliser jusqu'à la dernière seconde. Ça, ce qui n'est pas un bon choix, parce qu'après, ça devient évidemment des débris incontrôlables. Pourquoi obscène? Nos mers ressemblent à ça. La situation des débris dans les mers doit être encore pire que ça. Je veux dire par là que... Parce que j'ai essayé de me dire, mais pourquoi cette fascination, pourquoi notre fascination à l'égard de la question des débris spatiaux? J'en ai la preuve. Quand j'ai commencé à travailler cette question-là, je me suis dit, par quoi je vais commencer? Et je suis allé au Centre Pompidou, qui est juste à côté du CNES, à la bibliothèque. J'étais prendre une revue de presse, parce qu'à l'époque tout ça n'était pas informatisé, une revue de presse des affaires spatiales. Et j'ai épluché, je ne sais pas, 10 ou 15 années de revues de presse sur le thème spatial. Et je me dis, quel est le thème le plus souvent traité par les médias? Et je vais commencer par là. Et c'était le thème des débris spatiaux. Il y a déjà 20 ans, c'était le sujet préféré des journalistes. Et c'est toujours le cas. Hormis notre dernier astronaute qui vient de faire un petit tour, ou un exploit de l'Agence spatiale nationale ou européenne, sinon, le sujet constant, traité quasiment toutes les semaines, ce sont les débris spatiaux. On a transformé l'espace en poubelle, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est devant nous. On ne les voit pas, mais ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas enterrés. Nous enterrons nos déchets. Voilà, on ne les voit pas, on n'en parle pas le moins possible. Mais donc c'est ce côté obscène, vous voyez, je veux dire, c'est jeté devant nos yeux, et là on se rend compte de ce que nous, humains, sommes. Effectivement, nous avons pollué l'espace, comme nous sommes en train de polluer les mers, et la similarité entre les deux devrait vraiment, vraiment nous faire réfléchir. Et en même temps, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas avoir une réflexion comme il y a une réflexion au niveau spatial et d'autres, enfin, dans cette gestion commune, il y a beaucoup d'analogies entre les domaines, et il devrait y en avoir plus peut-être pour avancer en termes de coopération et de collaboration. Une question que vous vous êtes posée et en tout cas que nous entendons très souvent, c'est l'espace est-il le nouveau Far West? Alors, c'est un peu ancien, mais c'est délicieux. Ça va être dans les années 70, on est vraiment le nouveau pionnier avec sa mule, tout ça en allure de cosmonaute. Bon, alors déjà, oui, alors ça dépend de ce que vous entendez par Far West. Je pense que dans la tête de beaucoup de gens, le Far West, c'est plutôt le côté hors-la-loi. Il y a des hors-la-loi, mais s'il y a des hors-la-loi, c'est qu'il y a une loi. Bon, maintenant, vous le savez, il y a un droit spatial, donc il y a bien un droit spatial.
il y a des shérifs, avec des étoiles, le spatial c'est normal. Bon. Il y a un bureau des affaires spatiales à Vienne. Il y a le COPIOS, qui est la commission internationale justement pour appliquer le droit spatial au niveau des États. Tout ça allait plutôt bien au début des années 2000. Les acteurs n'étaient pas très nombreux, les activités étaient dans une espèce un peu de ronron. Hein. Bon, on était allé sur la Lune, mais on était revenu. Il y avait quelques grandes missions ailleurs. Il y avait des grands opérateurs de satellites de télécom. Il commençait à y avoir quelques opérateurs d'observation de la Terre, mais eux aussi bien sous la houlette des États. Et puis sont arrivés de nouveaux acteurs. Alors d'abord de nouveaux acteurs étatiques, il ne faut jamais l'oublier. Quand on parle de New Space, il y a des nouveaux acteurs étatiques, mais aussi des acteurs privés. Alors, il y a tout ce qu'on veut chez eux. Il y a ceux qui continuent à travailler dans leur garage, mais qui sont capables de faire pas mal de présentations, de PowerPoint, et puis d'attirer des millions d'euros ou de dollars. Au final, ils ne vont pas très loin. Et puis il y en a quelques-uns qui font un peu mieux. Alors, il y a ceux qui font bien, genre Jeff Bezos, avec Blue Origin, qui était le premier au niveau technique d'avoir une fusée qui revient à l'endroit où elle a décollé, en suborbital. Et puis il y a le célèbre, l'incontournable, dont il ne faut jamais dire le nom, mais on le dira quand même, Elon Musk. Qui est-il? Bon, alors, c'est pas à moi de vous raconter je ne sais pas ce qu'on vous a dit de ce monsieur, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un avant et un après. Aujourd'hui, on n'ose pas toujours le dire, mais encore il y a 15 jours, je l'ai entendu, on dit « Oui, vous vous souvenez, l'histoire, c'est quand même que ce monsieur qui avait une petite fortune, voulait lancer une sonde sur Mars pour prendre une photo, en fait, une sonde avec une petite serre terrestre, donc pleine de verdure, posée sur Mars, et prendre une belle photo de la sonde pleine de verdure, verte, donc avec derrière un fond rouge. C'était son truc. Bon, il voulait faire ça pour la Mars Society américaine. Et puis donc il va en Russie et il dit « Moi, il me faut un lanceur ». On lui dit « Écoutez, monsieur, c'est pas parce que vous avez des millions de dollars que comme ça, on va vous vendre un lanceur ». Bon. Et tout à fait déçu, il est rentré et on me raconte donc que dans l'avion, il a commencé à concevoir une société qui allait fabriquer des lanceurs et qui s'appellerait SpaceX. Moi, je crois qu'il s'est arrêté aussi entre-temps en France, dans ce coin-là, qu'il a demandé la même chose, qu'on lui a dit en gros, monsieur Musk, vous êtes un petit rigolo, vous pouvez rentrer chez vous avec votre t-shirt noir et votre look de jeune milliardaire. Bon, en tout cas, vous connaissez la suite, c'est que ça ne lui a pas plu, enfin en tout cas d'être mis à la porte, et il a créé cette société. Alors, après, je laisse aux spécialistes le soin de décrire les capacités technologiques qui sont derrière, les méthodes de gestion de son entreprise. Moi, ce que j'ai encore entendu récemment de la part d'un collègue qui est assez fort là-dedans, c'est que, c'est pas du flanc, c'est pas du vent. Il y a des choses qui sont quand même notablement différent de ce qu'on était capable de faire auparavant, aussi bien en termes de technologie astronautique pure qu'en termes de procédures, de gestion des usines, etc., etc. Mais évidemment, ces gens-là ne sont pas nécessairement aussi, gentils et apprivoisés que des grandes sociétés qui, depuis des dizaines d'années, attendent de l'État que l'argent leur tombe à flot dessus pour réaliser, en prenant leur temps, les programmes qu'on leur demande de réaliser. Et eux ont des visions. Bon, des visions. Alors, des visions plus ou moins réalistes, et entre autres, c'est ce que j'ai mis à droite, vision disant, et vous l'avez entendu comme moi, nous allons coloniser Mars, ce que dit Elon Musk, ou bien nous allons créer d'immenses stations orbitales, ce que dit Jeff Bezos, parce que l'avenir de l'humanité, on retrouve Tsiolkovsky, c'est en dehors de la Terre. Ou en tout cas, une part de l'avenir de l'humanité est en dehors de la Terre. Pour Musk, il faut aller coloniser les planètes. Bien, courage, parce que c'est quand même un sacré job. Ou Bezos dit non, on va mettre dans l'espace quelques colonies humaines, mais surtout toutes nos industries polluantes terrestres, on les envoie dans l'espace et on recrée une belle terre bien verte, paradisiaque, bien contrôlée, tout comme il faut pour que les humains y vivent agréablement. De ce côté-là, oui, c'est un peu le Far West parce que ce sont des gens qui sont pas nécessairement hors la loi, mais qui travaillent beaucoup avec la loi. Parce que, est-ce que Mars appartient à Musk ? Qu'est-ce qu'il en est de ces grandes structures ? Enfin, comment gérer tout ça ? On est évidemment au-delà de ce qu'avaient prévu les juristes dans les années 60, quand il y avait quelques acteurs.
jusqu'à la fin des années 60, il y avait quoi? Il y avait l'Union soviétique, les États-Unis, la France, l'Europe. L'Inde, à la fin des années 60, arrivait à peine encore. Enfin, voilà, la Chine allait se réveiller quelques années plus tard. Enfin, très très peu d'acteurs, très étatiques. Donc, on est entre gens bien, où les intérêts ne sont pas d'abord... On ne débarque pas comme ces gens-là, comme Bezos, avec des milliards de dollars et à se dire qu'est-ce que je vais en faire. Bezos met tous les ans de sa cagnotte personnelle 1 milliard de dollars dans son programme spatial. C'est la moitié du programme spatial français. C'est un monsieur qui met ça dans sa cagnotte. Bon, pour faire quoi? On verra ce qu'il est capable de faire. Là, je ne suis pas nécessairement bien placé pour en juger. Mais là, il y a évidemment des tensions. Surtout que dans le même temps, il y a des États qui sont... Non, il faut les soutenir. C'est clair que Elon Musk, sans les États-Unis, l'appui de l'administration américaine ne pourrait pas développer tout ce qu'il a développé. Et donc là, qu'est-ce qu'il en est du bien commun, du patrimoine commun, la responsabilité? La question est ouverte. Et alors, soit il y a plusieurs positions, on pourra en discuter, en disant, de toute façon, ils sont tellement loin devant que nous, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Bon, un chiffre terrible, fin 2023, c'était que les États-Unis avaient réalisé une centaine de lancements, dont 97 par SpaceX. Centaines de lancements. Ça fait beaucoup par semaine. Et que pendant ce temps-là, l'Europe en avait fait 3 lancements. Jouons-nous encore dans la même cour? Il y a des choses un peu originales autour, mais qui sont alors à la fois anecdotiques, mais qui marquent beaucoup le public. C'est la question du tourisme spatial. Question très débattue. Mais là aussi, il y a un caractère d'obscénité, au sens où nous portons à l'écran ou sur l'écran spatial des comportements qui nous paraissent exagérés. Comment acheter 4 billets à 50 millions de dollars pour passer 3 jours dans l'espace comme nos braves souriants touristes à droite. Mais enfin, voyons, c'est pas possible, ce gaspillage, cette pollution. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Est-ce que nous faisons mieux sur Terre? Est-ce que nous... Voilà, profitons-en pour réfléchir au sens de ce qu'est le tourisme, de ce à quoi nous rêvons, ce que certains peuvent faire ou pas. Je vous ai mis ces 2 photos parce que, si vous regardez bien les dates, en fait, bon, je suis désolé, c'est Thomas Pesquet, c'est le français, c'est mon côté national, mais je suis membre associé, donc je peux quand même revendiquer cet aspect-là. Au moment où Thomas Pesquet était dans la Station spatiale internationale, il était monté avec une capsule qui est la même que celle dans laquelle se trouvent les 4 touristes. Donc il faut quand même voir comment dirais-je, le saut, enfin, dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que SpaceX peut aujourd'hui envoyer pendant 3 jours 100 astronautes professionnels, 4 touristes, à 500 ou 600 km d'altitude. Ils étaient même un peu au-dessus de la Station spatiale internationale, et ils reviennent sains et saufs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de risque. N'oubliez pas Jim Zetor, il y a du haut risque. Mais oui, ça a beaucoup changé, et ça nous perturbe tous. Les astronautes aussi, ça les perturbe. Il y a déjà longtemps, d'ailleurs, je me souviens, la première fois où j'en ai entendu parler, c'était à Bruxelles, dans les années 2000, où il y avait un Américain qui voulait aller faire du tourisme, il s'appelle Denis Tito, et les astronautes européens, oh là là, il vient marcher sous nos plates-bandes. Bon, donc ça met aussi en cause une certaine identité personnelle, une certaine fierté des astronautes, l'étoffe des héros. Les touristes, ils donnent de leur personne, mais... Donc, c'est une question intéressante. Alors, je dis, va-t-il tuer l'espace? Parce que c'est vrai qu'une image qui peut être très critiquée, jusqu'à quel point elle va être critiquée? Au point de mettre en cause peut-être certaines habitudes. En même temps, c'est peut-être aussi l'occasion de se poser des questions. Alors ça, c'est juste pour faire allusion à la conférence que vous avez déjà eue. Donc, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Ça dépend de ce qu'on entend par guerre, qu'est-ce qu'on entend par militarisation, qu'est-ce qu'on entend par arsenalisation. Général Tessé en a parlé beaucoup mieux que moi. Tiens, pour faire un peu d'histoire, dans le discours de John Kennedy, le 2e discours à Houston, donc en septembre 1962, il avait cette formule assez étrange: nous avons choisi d'aller sur la Lune. Enfin, allez réécouter, c'est quand même des discours assez impressionnants. Enfin, Kennedy qui lance son pays et les États-Unis vont aller jusqu'au bout, parce que le président l'a dit. Je ne sais pas si on est tous aussi obéissants à l'égard de son président ou de son roi.
nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Il ne dit pas quoi, hein, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et il répète 2 fois dans son discours et d'autres choses encore. Les exégètes des discours de Kennedy pensent que c'est tout ce dont Testé vous parlait. En fait, c'est tout l'usage sérieux. Aller sur la Lune, c'était sérieux pour passer devant les Russes, les Soviétiques. Mais le développement du militaire dans l'espace, c'est sans doute ces autres choses encore que le président Kennedy ne faisait que mentionner en passant. Et aujourd'hui, vous savez que ces autres choses ont pris une telle ampleur qu'il a bien fallu reconnaître leur place, d'où la création de l'armée spatiale aux États-Unis, ou la transformation de l'armée de l'air en France en armée de l'air et de l'espace. C'est pas un jour, un matin, le président des États-Unis ou le président français qui dit « je vais créer une arme ». C'est simplement reconnaître la place qu'occupent désormais les technologies spatiales dans la conduite de la moindre opération militaire. Bon, c'était déjà l'histoire de l'armée de l'air, elle a été créée comme ça. D'abord, c'était une sous-section de l'armée de terre, et puis un jour, on s'est rendu compte qu'il fallait lui donner une véritable consistance organique, rien de plus. Mais derrière ça, beaucoup de questions, et toujours, c'est pour ça que je justifie mon titre, sur la Terre comme au ciel, ne pensez pas qu'on puisse faire dans l'espace autre chose que ce que nous faisons sur Terre. Et que ces questions que nous pouvons aborder de manière un peu, non pas légère ou légère au sens de l'apesanteur qu'on voit dans l'espace, abordons-les peut-être plus facilement à cause du fait que c'est du spatial, mais sachons bien que c'est toutes des questions qui sont éminemment terrestres. Une grande question, enfin un grand thème, et qui est très travaillé par en tout cas dans lequel l'interrogation éthique est très présente, c'est tout le domaine de l'extraterrestre. Alors, de manière anecdotique, mais simplement pour être... alors vous voyez pas, la photo est très mauvaise, mais c'est des collègues qui l'ont prise vers 2012 à peu près, devant le siège du CNES. Bon, on peut deviner, ce monsieur est en train de faire une manifestation à lui tout seul, et sur son panneau, donc, solidarité avec les victimes extraterrestres. Bon, ensuite, je ne sais plus ce qu'il y avait... Bref, donc, voilà, on a évidemment, autour de la question extraterrestre, beaucoup de... Bon, excusez-moi, de farfelus, mais de questions farfelues, ou d'interventions farfelues. Ok, ça, c'est une chose. Mais à côté de cela, il y a une question qui est... D'abord, avant même d'être une question scientifique, qui est une question scientifique, philosophique, j'avais abordé la question l'an dernier dans un autre cycle, et puis ensuite des questions de protection planétaire. C'est une question qui est apparue avec le début de l'exploration spatiale. Dès lors que nous sommes capables d'envoyer des engins dans l'espace, de nous poser sur d'autres corps célestes que la Terre, d'envoyer des humains dans l'espace et de nous poser sur la Lune, c'était à la fin des années 60, nous y apportons des éléments organiques, biologiques, donc nous polluons ces espaces. Quand nous revenons, c'était le cas des missions Apollo, que nous rapportons des sondes, c'est aussi le cas, plus rare en fait, mais même des échantillons, nous rapportons aussi des éléments extraterrestres. Quel type de protection devons-nous mettre en œuvre ? La science-fiction nous a appris, peut nous mettre en image plein de catastrophes qui peuvent arriver. Donc là, il y a vraiment des questions qui relèvent à la fois d'une déontologie scientifique, les précautions à prendre, mais aussi d'une forme d'éthique de l'exploration. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour explorer l'inconnu ? À quoi sommes-nous prêts ? Alors, quand on est des explorateurs individuels, comme c'était le cas encore aujourd'hui, mais quand même moins sur cette Terre, il n'y a plus grand-chose à explorer individuellement. Mais les risques étaient liés à quelques personnes. Mais là, quand on ramène des choses sur Terre, si elles sont dangereuses, comment savoir, quel type de précautions, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Quel prix sommes-nous prêts à verser pour pouvoir explorer. Et donc toute la communauté astrobiologique, donc tous ces scientifiques qui recherchent, qui s'interrogent sur la possibilité d'une vie extraterrestre, son origine, son évolution, et puis en comparaison avec la Terre, ont cette dimension, ce souci pour à la fois la philosophie, parce que c'est la question de la pluralité des mondes, mais aussi les mesures à prendre et la manière dont jusqu'où aller.
y compris socialement, dans cette recherche. Voilà les quelques questions que je voulais vous poser, vous partager. Je crois que j'ai à peu près dans l'heure, donc c'est parfait. Évidemment, maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont vos questions, vos interrogations, vos surprises. Peut-être que j'ai utilisé des mots un peu ou des termes un peu excessifs. Donc, la parole est à vous. Et je crois qu'il y a même... Il y a même...